Est-ce que tu t'es déjà demandé comment fonctionne la société des xénomorphes? Ces cauchemars extraterrestres iconiques ne sont pas juste des monstres aléatoires. Ils ont toute une société, une hiérarchie, un véritable système de caste. Du plus petit ouvrier à la terrifiante reine-mère qui règne sur des planètes entières, chaque xénomorphe a un rôle précis. Mais comment tout cela fonctionne-t-il? Qui est tout en bas et qui donne les ordres tout en haut? Eh bien, dans cette vidéo, on plonge en profondeur dans les 12 rangs d'une ruche xénomorphe pour tout te détailler. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Numéro 12, les ouvriers. Les plus petits et les moins imposants membres de la ruche sont les ouvriers, aussi appelés tisseurs. Ce sont des petites mains qui passent la plupart de leur temps à réparer, à agrandir et entretenir la structure de la ruche. Ils mesurent entre 1,20 m et 1,80 m, ce qui en termes de xénomorphes en fait des nains par rapport aux castes plus grandes qui rôdent autour. Ce qu'ils n'ont pas en taille, ils le composent par leur dévotion au chantier. Les ouvriers sécrètent un fluide collant et résineux à partir des glandes spécialisées, qui durcit pour former cette architecture biomécanique sombre et inquiétante, immédiatement reconnaissable. Si tu jettes un œil dans un couloir de ruche et que tu vois ces murs organiques étranges, ces tunnels tordus qui semblent presque vivants, eh bien c'est grâce à eux. Ils ne combattent pas généralement, ou alors seulement en cas de dernier recours, préférant s'enfuir au moindre danger. Leur objectif principal est de garder la ruche en parfait état, en assurant qu'il y ait assez de chambres sécurisées pour stocker les hôtes et pondre les œufs. Fait intéressant, ils peuvent aussi produire une gelée royale spéciale qui peut accélérer l'évolution de certains individus de la ruche. Juste au-dessus des ouvriers, en numéro 11, on trouve les drones. Ce sont eux qui forment l'épine dorsale de la ruche. Plus grands, plus forts et plus agressifs que les ouvriers, mais toujours cruciaux pour la construction et l'expansion. Quand on imagine un xénomorphe adulte classique, c'est souvent un drone. Il mesure entre 2,10 m et 2,70 m, avec un crâne allongé et lisse et un exosquelette rigide qui leur offre une bonne protection en combat léger. Leur rôle est essentiel. Ils construisent les nids pour enfermer les hôtes et assurent que l'intérieur du labyrinthe de la ruche puisse accueillir une population croissante. Mais ce qui les distingue, c'est leur polyvalence. En l'absence de guerriers les plus puissants, les drones peuvent défendre la ruche avec une férocité surprenante. Sans eux, les castes plus axés sur le combat n'auraient pas de base solide pour opérer et l'ensemble de la ruche serait bien moins efficace. En numéro 10, on trouve les drones spécialisés, parfois appelés coureurs ou furtifs selon leur environnement et leur hôte. Ce sont des variantes adaptées à leur milieu. Les coureurs proviennent d'un autre quadrupède comme un chien ou un autre animal à quatre pattes. Grâce à cela, ils développent une vitesse fulgurante et une agilité extrême capable de foncer sur une proie avant même qu'elle ne réagisse. Les furtifs, eux, sont en fait pour l'embuscade. Ils se dissimulent dans l'ombre, agrippés au mur, attendant le moment parfait pour bondir sur une cible sans prévenir. Certains de ces drones ont même des colorations inhabituelles en fonction de leur hôte ou de leur planète d'origine. Teinte brune, rouge ou des variations dues à leur environnement. Si la ruche a besoin d'éclaireurs rapides, les coureurs sont là. Si elle en a besoin de prédateurs discrets, ce sont les furtifs qui prennent le relais. Cette adaptation parfaite à leur milieu fait toute la force des xénomorphes. En numéro 9, on a les guerriers. Les guerriers sont souvent considérés comme la principale force de combat de la ruche. Physiquement, les guerriers mesurent souvent une taille similaire à celle des drones, généralement entre 2 et 3 mètres, mais ils arborent des crêtes plus prononcées ou des protrusions semblables à des armures sur leur crâne. Leur exosquelette est épais et leurs queues sont tranchantes, ce qui les rend redoutables au combat. Alors que les drones peuvent se battre si nécessaire, les guerriers vivent pour cela. Ils sont la première ligne de défense si un groupe de marines coloniaux décide de s'aventurer au mauvais endroit. Ce sont aussi les guerriers qui mènent des assauts sur de nouveaux territoires, capturant les hôtes et éliminant les menaces. Ils affichent une agressivité claire et calculée. En fait, ils montrent souvent des capacités de résolution de problèmes, comme trouver comment saboter des sources d'énergie pour plonger leur proie dans l'obscurité, ou se faufiler à travers des conduits d'aération pour lancer des attaques surprises. Bien souvent, ils se coordonnent entre eux avec des castes supérieures pour planifier des attaques à grande échelle. Leur volonté d'engager des combats directs les distingue des drones. Si un drone est un constructeur fiable, le guerrier est un soldat intrépide qui se tient sur la ligne de front. Numéro 8, les guerriers spécialisés. Il est temps de parler des guerriers spécialisés, une catégorie qui inclut des variantes comme les écraseurs ou les rôdeurs, selon la manière dont chaque ruche s'adapte à son environnement ou aux menaces spécifiques. Alors que les guerriers standards sont polyvalents, ces variantes poussent certaines caractéristiques à l'extrême. Les écraseurs par exemple sont massivement blindés, avec une carapace épaisse et renforcée autour de la tête et des épaules. Ce n'est pas juste pour le style, ils utilisent cette armure pour foncer tête baissée dans leurs ennemis, renversant des véhicules entiers ou défonçant des portes fortifiées comme si de rien n'était. Leur charge dévastatrice est mortelle et peuvent encaisser une quantité impressionnante de dégâts avant de tomber. Ces tanks vivants sont parfaits pour affronter des escouades humaines lourdement armées ou détruire des positions fortifiées. Les rôdeurs, eux, jouent un rôle différent. Plus élancés et agiles, ils se concentrent sur des attaques furtives. Imagine un cousin plus grand et plus vicieux du coureur. Avec des pattes arrière puissantes et une capacité incroyable à bondir, ils peuvent sauter sur une cible en un instant, laissant les autres paniquer et tentant d'organiser une riposte.
En 7ème place vient le rôdeur. Ce dernier est parfois considéré comme une caste à part entière, bien que certains le considèrent comme une simple variante spécialisée du guerrier. Il utilise son odorat extrêmement développé et son ouïe surpuissante pour repérer ses proies avant de les attaquer par surprise. Quand le moment est venu, il bondit avec une force explosive, plaquant sa cible au sol et l'achevant avec ses griffes ou sa mâchoire interne. Son apparence rappelle celle du coureur, notamment parce qu'il se déplace souvent à quatre pattes. Cependant, on le reconnaît à sa crête légèrement allongée qui lui donne une silhouette encore plus menaçante. Même s'il peut tenir tête en combat direct, il excelle surtout dans la traque des ennemis isolés, les immobilisant avant qu'ils n'aient le temps d'appeler à l'aide. Sa combinaison de vitesse, de furtivité et de brutalité en fait un cauchemar absolu pour ceux qui s'aventurent dans une ruche. Pire encore, s'il attaque en groupe, il devient quasiment impossible de survivre. Les rôdeurs se positionnent près des entrées de la ruche ou des passages stratégiques, éliminant les ennemis un par un sans laisser de traces. En numéro 6, on a le prétorien, également appelé garde royale. Le prétorien est un xénomorphe d'élite au rôle prestigieux. Son nom en dit long. Il est le protecteur personnel de la reine, chargé de défendre les zones les plus stratégiques de la ruche. On le trouve près des chambres à eux ou du trône de la reine, où il agit comme son bouclier vivant. Il est plus imposant que les guerriers standards, souvent plus grand d'une tête, avec une crête massive rappelant la couronne d'une reine. Cette ressemblance visuelle est très révélatrice. Les prétoriens sont la phase intermédiaire entre un guerrier et une future reine. S'ils ont l'instinct d'un chef, ils restent totalement loyaux à leur reine. Leur carapace est encore plus solide et leur proximité avec la reine leur apprend à se battre de manière extrêmement coordonnée. Lorsqu'une ruche possède des prétoriens, cela signifie qu'elle est puissante et bien établie, assez grande pour soutenir une classe de défenseurs spécialisés. Même s'ils ne quittent jamais le cœur de la ruche, ils n'hésiteront pas à massacrer quiconque ose s'en approcher. En combat, ils combinent force brute d'un char d'assaut et intelligence tactique d'un guerrier, ce qui en fait des adversaires plus que redoutables. Numéro 5, les ravageurs. Quand un prétorien est soumis à des conditions extrêmes, comme un environnement ultra hostile ou des adversaires dotés d'armes avancées, il peut évoluer en ravageur. Un ravageur, c'est le monstre ultime de la ruche. Un colosse de destruction conçu pour anéantir tout ce qui s'oppose aux xénomorphes. Ils sont immenses, parfois aussi gros, voire plus qu'une reine. Leurs bras ne ressemblent plus à des griffes normales, mais à d'énormes lames tranchantes capables de découper du blindage renforcé comme du papier. Contrairement aux xénomorphes classiques qui capturent des hôtes pour la ruche, les ravageurs ne prennent aucun prisonnier. Ils sont faits pour détruire, que ce soit des véhicules blindés, des bunkers ou des fortifications ennemies. Pourtant, malgré leur apparence brutale, ils ne sont pas idiots. Comme les prétoriens, ils ont une intelligence tactique et savent viser les points faibles avant de frapper. Créer un ravageur demande énormément de ressources, donc une ruche classique n'en produit que très peu. Mais si l'un d'eux apparaît, cela signifie que la ruche est en guerre totale et qu'elle a sorti l'artillerie lourde. Numéro 4, les reines. Les reines sont les matriarches de la ruche, responsables de la ponte des œufs et de la gestion de l'ensemble des activités de la colonie à l'échelle locale. Elles mesurent généralement 4,50 m de haut, et si on inclut leur gigantesque crête en forme de couronne, elles paraissent encore plus grandes. Elles possèdent deux paires de bras, une principale pour le combat et une plus petite pour des tâches bien précieuses. Elles sont très intelligentes, capables de comprendre et d'anticiper les tactiques humaines, ce qui les rend particulièrement redoutables. Lorsqu'une reine est connectée à son ovipositeur, elle devient une véritable usine à œufs, produisant un flot interrompu de facehugger. Si elle est forcée à se détacher, ce qui est extrêmement douloureux, elle peut combattre avec une férocité impressionnante. Même en étant massive, elle est étonnamment agile et capable de sauts monstrueux. Elle utilise aussi sa queue comme une arme mortelle. Éliminer une reine désorganise totalement la ruche. Mais c'est une mission suicidaire. Son cri d'alerte attire immédiatement des hordes de xénomorphes prêts à la défendre. On arrive maintenant dans notre top 3 avec les reines renégates et les reines prédaliennes. Ici, on entre dans les mutations exceptionnelles. Les reines renégates ou usurpatrices sont souvent des expériences ratées des humains créées pour contrôler les xénomorphes. Mais ce test finit presque toujours en catastrophe. Soit la créature devient incontrôlable, soit elle remet en cause la hiérarchie naturelle de la ruche, ce qui provoque des conflits internes destructeurs. La reine prédalienne est une fusion monstrueuse entre un xénomorphe et un Yutia, les célèbres prédateurs. Elle conserve une partie de l'anatomie des prédateurs comme leur mandibule tout en gardant l'apparence biomécanique des xénomorphes. Ce qui la rend particulièrement dangereuse, c'est qu'elle peut directement implanter des embryons dans les hôtes sans passer par des œufs ou des facehuggers. Résultat, une propagation ultra rapide de la ruche qui peut se multiplier à un rythme incontrôlable. Que ce soit à cause de la science humaine ou d'une mutation incontrôlable, ces reines atypiques sont souvent synonymes de chaos dans l'écosystème xénomorphe. Ensuite, en deuxième position, vient l'impératrice. L'impératrice est une évolution supérieure de la reine, grandissant en taille et en autorité grâce à l'expansion et au succès de sa ruche. Ces colosses peuvent atteindre entre 4,5 et 6 mètres de haut, ce qui les rend immenses même pour des standards xénomorphes. Leur apparence est encore plus impressionnante que celle d'une reine classique. Elles arborent une double
double crête avec une couche brillante superposée sur une base plus large et terne, leur donnant une silhouette royale et imposante. Le rôle d'une impératrice ne se limite pas à gérer une seule ruche. Elle commande plusieurs reines, chacune à la tête de son propre réseau de ruches. C'est elle qui établit la domination xénomorphe sur de vastes territoires, qu'il s'agisse de continents entiers ou de planètes entières. L'impératrice régule l'évolution des nouvelles reines, s'assurant qu'aucune d'elles ne devienne assez puissante pour contester son règne. Sous sa direction, l'expansion de la ruche est exponentielle. Chaque reine produit une armée de facehuggers et de drones qui colonisent rapidement de nouveaux territoires. Lorsque l'impératrice est présente, cela signifie souvent que l'infestation xénomorphe est hors de contrôle et que les forces humaines ou locales ont déjà perdu l'avantage. Et en top 1, on a la reine mère. Tout en haut de la hiérarchie des xénomorphes trône la reine mère, une entité si puissante qu'elle peut commander télépathiquement l'ensemble de l'espèce, même à travers plusieurs systèmes stellaires. Elle ne quitte presque jamais son trône, souvent supposé être situé sur la planète d'origine des xénomorphes. Physiquement, elle est immense, certaines estimations suggérant qu'elle peut atteindre jusqu'à 16 mètres. Sa crête, bien que moins ornée que celle des autres formes royales, reste imposante et symbole d'une autorité absolue. Son pouvoir ne se limite pas à son immense force physique. Elle possède une influence psychique phénoménale, lui permettant d'imposer sa volonté aux reines subordonnées et de coordonner l'expansion de l'espèce comme une seule entité. Son influence pourrait même bien s'étendre au-delà des xénomorphes. Certaines théories suggèrent qu'elle peut affecter l'esprit humain, soit par des rêves, des manipulations émotionnelles ou des suggestions télépathiques subtiles. Elle pourrait ainsi attirer des proies dans des ruches ou même créer des cultes d'adorateurs humains fascinés par sa puissance. La reine mère maintient l'ordre dans l'espèce xénomorphe en veillant à ce que les reines impératrices et autres castes travaillent dans un but commun. Si une ruche devient trop indépendante ou rebelle, elle utilise sa puissance télépathique pour la soumettre ou l'éliminer. Et voilà, c'est le classement complet de la hiérarchie xénomorphe, des petits ouvriers jusqu'à la toute-puissante reine-mère. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la société des prédateurs, clique sur cette vidéo pour découvrir les 12 rangs de leur hiérarchie. Allez, je te dis à la prochaine.